Nous allons maintenant passer à l'exposé suivant, dans une perspective tout à fait différente, qui nous sera faite par le professeur Franck Lati, qui est professeur à l'université Paris-Nanterre, dont il dirige le centre de droit international, qui est également secrétaire général de la branche française de l'Association de droit international, et qui, compte tenu de son passé sportif avec la Lex Sportiva, qui est le sujet de sa thèse, a conservé des activités de ce côté-là. Mais il ne nous parlera pas de sport aujourd'hui, il nous parlera de la santé en tant qu'élément de la sécurité collective. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc effectivement, rassurez-vous, pas de Lex Sportiva. Alors, je voudrais remercier également les deux organisateurs du colloque pour leur invitation et finalement pour la lourde responsabilité qu'ils me confient de faire le lien entre le présent colloque et un précédent colloque de Rennes qui a marqué les esprits, je crois, tenu il y a 24 ans, j'ai fait le calcul, sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas assisté à ce colloque d'il y a 24 ans. Je vais être en train de réviser mes partiels de deuxième année. Je n'avais pas connaissance de notre auguste société à l'époque et le chapitre 7 m'importait moins que les chapitres de mon manuel de droit administratif. Alors, dans les actes du colloque de Rennes de 1994, paru aux éditions Pedone en 1995, on ne trouve aucune trace de la santé. Et, à vrai dire, à l'époque, une communication intitulée « La santé en tant qu'élément de sécurité collective » aurait pu paraître assez saugrenue. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, enfin je l'espère, ce qui est le signe que la sécurité collective n'a cessé d'évoluer depuis. C'est, je pense, la résolution 2177 de 2014 qui me vaut à titre principal, j'interroge du regard les deux organisateurs, qui me vaut à titre principal le plaisir de traiter aujourd'hui un tel sujet. Résolution 2177 dans laquelle le Conseil de sécurité a, je cite, jugé que l'ampleur extraordinaire de l'épidémie d'Ebola en Afrique constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. Alors beaucoup a déjà été écrit sur cette résolution, notamment dans la littérature spécialisée, résolution d'ailleurs que certains n'ont pas hésité à qualifier avec une certaine emphase de révolutionnaire. Cela étant, cette résolution ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, car ce n'était pas la première fois, loin s'en faut, que le Conseil de sécurité prenait en considération des questions sanitaires dans sa responsabilité principale du maintien de la paix. Alors, à défaut d'un recensement exhaustif, je vais vous présenter un très bref panorama de la prise en compte de la santé par le Conseil de sécurité. Tout d'abord, deux résolutions que Guillaume Le Floch a évoquées sur le VIH, résolution 1308 de 2000 et 1983 de 2011, dont je vous dirai quelques mots un petit peu plus tard. Et au-delà de ces résolutions qu'on pourrait qualifier d'épidémiques, Ebola, Sida, eh bien, il y a toute une série de résolutions qui sont de nature humanitaire, on va dire, qui évidemment prennent en compte incidemment des questions de santé. Très récemment, une des rares résolutions qui a pu être adoptée sur la Syrie, la résolution 2401 de 2018. Cette résolution exige une pause humanitaire pour permettre d'acheminer l'aide humanitaire et procéder à l'évacuation sanitaire des blessés et des malades. Dans les résolutions humanitaires, on peut inclure évidemment les résolutions qui créent des opérations de paix avec un mandat humanitaire qui implique l'assistance médicale. Au-delà de ça, on a des opérations de type peace building qui sont mises en place par l'ONU avec un mandat humanitaire incluant l'assistance médicale. Dans un autre registre, l'évolution de la pratique des sanctions du Conseil de sécurité est assez intéressante parce qu'elle prend en compte aussi cette dimension sanitaire. On sait qu'après l'invasion du Koweït par l'Irak, un embargo assez brutal a été imposé à l'Irak, un embargo très, très général que le Conseil de sécurité a voulu atténuer par la suite avec la fameuse, quoique controversée, résolution pétrole contre nourriture, résolution 986-1995, qui en préambule montre que le Conseil de sécurité est préoccupé par la situation sanitaire de la population irakienne et la vente de pétrole autorisée par cette résolution est destinée à financer notamment l'envoi de médicaments et de fournitures médicales pour la population irakienne.
depuis, le Conseil de sécurité a amendé sa pratique. Il n'y a plus d'embargo idiot, on va dire, qui porte sur les produits médicaux. C'est la fameuse pratique des smart sanctions, avec des sanctions très ciblées, qui évitent finalement que les populations soient affectées, notamment d'un point de vue sanitaire. Donc assurément, avec la santé, j'en ai terminé avec mon bref panorama, avec la santé, on tient un sujet dont la résolution Ebola est à ce jour le point d'orgue. Et donc, de prime abord, la santé est bien, à tout le moins, en tout cas, un élément de sécurité collective, pour reprendre l'intitulé de ma contribution. Alors, les choses se compliquent lorsqu'on essaye d'évaluer cet élément. Quelle est sa nature? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce qu'être un élément de santé collective, c'est un statut, puisque notre table ronde s'intitule « Les statuts de la santé ». Je vais essayer de voir dans les 10 minutes qui suivent si la pratique de la sécurité collective permet ou non de dégager quelque chose qui s'apparenterait à un statut de la santé. Mais à vrai dire, à mon sens, la place de la santé dans la sécurité collective renseigne davantage sur les évolutions de la sécurité collective que sur la santé elle-même, dont le statut reste très, très imprécis. Et donc la présente communication insistera sur ce que la santé dit de la sécurité collective, avant d'essayer d'identifier ce que la sécurité collective dit de la santé. Alors, ce que la santé dit de la sécurité collective, pour commencer, eh bien, ça dit essentiellement que la santé, c'est un élément révélateur des évolutions de la sécurité collective, à la fois de ses ressources, mais également de ses contradictions. Les ressources, tout d'abord, on sait tous que la pratique de la sécurité collective est évolutive. La matière santé s'y intègre sans difficulté, et elle témoigne de la flexibilité des mécanismes qui sont à l'œuvre. Je renvoie à la question des sanctions, par exemple, que j'évoquais il y a quelques instants. Alors, dans le temps bref qui m'est compté, même si je n'ai pas le président Guillaume dans mon champ de vision, donc sa police sera limitée. Dans le temps bref qui m'est accordé, je vais juste retenir deux illustrations assez parlantes. Tout d'abord, évidemment, c'est la question classique de l'élargissement de la notion de la menace à la paix et la sécurité internationale. Le rapport général, je ne sais pas si c'était dans cet amphithéâtre il y a 24 ans, dans le colloque sur le chapitre 7, rapport général de Jean-Marc Sorel, porté précisément sur l'extension de la notion de menace à la paix et la sécurité internationale. Et depuis, le Conseil de sécurité n'a cessé d'élargir la porte d'entrée du chapitre 7. Récemment, outre l'épidémie d'Ebola, la destruction du patrimoine culturel a pu être qualifiée de menace à la paix et la sécurité internationale. C'était la résolution 2347 de 2017. Alors, cet élargissement du champ de la sécurité collective se fait dans le droit fil de la déclaration du président du Conseil de sécurité de 1992, que je ne vais pas vous citer parce qu'on la connaît tous presque par cœur. Néanmoins, à ce jour, seule une épidémie de grande ampleur, une pandémie donc, c'est-à-dire Ebola, a été qualifiée par le Conseil de sécurité de menace à la paix et la sécurité internationale. Seulement Ebola. Ça n'est pas le cas d'autres épidémies, ça n'est pas le cas du sida, qui n'est pas qualifié donc comme menace à la paix et la sécurité internationale. C'est sa propagation qui est plutôt envisagée comme une conséquence des situations conflictuelles. De manière similaire, le choléra à Haïti n'a pas été qualifié de menace à la paix et la sécurité internationale. Le choléra a plutôt été considéré comme un facteur d'aggravation d'une situation déjà qualifiée de menace à la paix et la sécurité internationale. Je renvoie à la résolution 2070 de 2012. Et donc, en dépit des efforts de promotion du concept de sécurité humaine, qui inclut la sécurité des personnes contre les menaces à leur santé, il y a, semble-t-il, un seuil de gravité que la crise sanitaire doit franchir pour que le Conseil de sécurité ouvre son chapitre 7. Et d'ailleurs, la résolution Ebola montre bien que c'est l'ampleur extraordinaire de l'épidémie qui aboutit à sa qualification de menace à la paix et la sécurité internationale. Alors, cela étant, le Conseil de sécurité reste maître de ses qualifications et rien n'exclut
que demain ce seuil soit abaissé dès lors qu'émergerait en son sein la volonté de se saisir d'une question sanitaire. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je vois que le temps file et donc je mentionne simplement comme autre illustration d'évolution des mécanismes de sécurité collective, c'est le rôle que peut jouer le secrétaire général, y compris en matière de sécurité collective, dans le domaine sanitaire. Et justement, dans le cadre du virus Ebola, le secrétaire général de l'ONU a mis en place une mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola. Ça n'est pas une opération de maintien de la paix décidée par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale, c'est le secrétaire général de sa propre initiative qui a lancé cette opération qui a une fonction de coordination des acteurs sur le terrain. Et donc on voit vraiment la montée en puissance du secrétaire général qui se manifeste de cette façon. Alors, s'agissant maintenant des contradictions de la sécurité collective, la santé révélateur des contradictions de la sécurité collective. J'aurais voulu vous mentionner le cas de la responsabilité de protéger qui a été évoqué aussi par Guillaume Le Floch. Dans le rapport de la commission Evans-Sanoun sur le concept de responsabilité de protéger, la question de la santé des personnes est envisagée à travers le concept de sécurité humaine. Le Conseil de sécurité l'a écarté puisque la responsabilité de protéger est limitée véritablement à des cas très, très, très fermés de génocide, crimes de guerre, etc. Pourtant, dans ces résolutions épidémiques, telles que je les ai qualifiées, on trouve des traces de responsabilité de protéger, puisque le Conseil de sécurité insiste véritablement sur la responsabilité principale des États concernés, et puis le Conseil de sécurité n'exclut pas par la suite de prendre des mesures. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas là finalement une forme de responsabilité de protéger non assumée, parce que ça a été préalablement rejeté par le Conseil de sécurité, en tout cas limité à des cas vraiment très, très, très spécifiques et très extrêmes. Deuxième contradiction, en ce qui concerne l'utilisation des pouvoirs du Conseil de sécurité. Dans ces résolutions sanitaires, ces résolutions épidémiques, le Conseil de sécurité se contente de recommander, et il ne décide de rien, à part de rester saisi de la question. Mais le Conseil de sécurité ne fait que encourager, prier, exhorter, engager les États ou d'autres acteurs de la santé, mais n'emploie pas son pouvoir de décision. Il encourage par exemple les gouvernements africains concernés à prendre diverses mesures de nature à lutter contre le virus Ebola. Il invite les États membres de l'ONU à lever les restrictions aux déplacements et aux frontières. Donc il y a quand même une petite contradiction, que je décèle en tout cas, à prendre la peine de prononcer le sésame du chapitre 7, le syntagme figé menace à la paix et la sécurité internationale, pour se contenter finalement de n'émettre que des recommandations. Et pour ma part, j'inscris cette pratique dans une pratique plus large, qui est celle de la tendance du Conseil de sécurité à se présenter comme une sorte de producteur de soft law à destination des États et d'autres acteurs internationaux. Le Conseil de sécurité recommande de plus en plus, y compris maintenant en matière d'usage de la force. Je vous renvoie à la résolution 2249 de 2015, adoptée après. Ah, vous êtes dans mon champ de vision, Monsieur le Président, il faut que je regarde Régis Bismuth. Donc, dans cette résolution, le Conseil de sécurité, donc 2249, Conseil de sécurité n'autorise pas expressément l'usage de la force. Il a l'air de dire que c'est une bonne chose pour lutter contre Daesh, mais bon, on s'éloigne du sujet. Bref, le Conseil de sécurité est un peu une sorte de directoire mondial, certes, mais un directoire mou, puisqu'il ne fait que prononcer de vagues recommandations. Et ça me conduit à mon deuxième point sur ce que la sécurité collective nous dit de la santé. Et on va voir qu'elle ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est que la santé, c'est peut-être un bien collectif, mais un bien collectif qui est mal protégé. Alors, bien collectif, j'emploie des grands guillemets parce qu'il y a des théories très, très savantes auxquelles je n'ai pas compris grand-chose sur les notions de bien commun, bien public, global, etc. J'ai lu pas mal de choses là-dessus. On arrive... Alors, apparemment, la santé ne serait pas un bien public mondial. En revanche, les maladies pourraient l'être. Alors, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu ésotérique en ce qui me concerne. Alors, si on regarde la pratique du Conseil de sécurité, il est clair que le droit individuel à la santé est très peu considéré. Guillaume Le Floch a défini la santé, enfin dit que la santé était définie comme un état complet de bien-être pour chacun. Le Conseil de sécurité n'en a cure, on peut dire les choses comme ça.
En revanche, la dimension collective de la santé, effectivement, c'est ce qui l'intéresse, ce qui le concerne à travers les différentes résolutions que je vous ai mentionnées. Et donc, on voit qu'il en va de l'intérêt général. On voit qu'il y a des aspects collectifs de cette santé. Donc, c'est une chose collective, pourquoi pas un bien collectif. Ce qui est intéressant, à partir de cette notion de bien, c'est que finalement, il y a une sorte de gouvernance qui s'y attache. Et ça, on trouve ça aussi dans ces théories sur le bien public mondial, etc. Ce sont des biens qui font l'objet d'une régulation mondiale. Et le Conseil de sécurité, finalement, a tendance, à travers notamment la résolution Ebola, à se présenter comme une sorte de pilote de la gouvernance mondiale en matière sanitaire. Il pourrait jouer ce rôle de défragmentation des questions sanitaires. Et cette notion de gouvernance, elle a été utilisée par Louis Balmont dans un excellent article paru récemment, puisqu'il montre qu'il y a une sorte de rapprochement entre la sécurité collective et la gouvernance globale, parce que dans ces résolutions, le Conseil de sécurité utilise des outils de ce qu'on considère être la gouvernance et non pas la sécurité collective, avec une sorte d'action en réseau et non pas hiérarchique, avec de la soft law plutôt que de la hard law. Et donc, le Conseil de sécurité en fait prendrait la tête de file de ces questions sanitaires. Et donc pour conclure, j'en viens à mon dernier point, qui porte donc sur cet aspect mal protégé de la santé. Ce que nous dit finalement le droit de la sécurité collective, ces différentes résolutions, c'est que la santé, c'est un bien mal protégé, et c'est pour ça que le Conseil de sécurité s'en saisit. Le Conseil de sécurité pallie en quelque sorte les défaillances de l'OMS que le rapporteur général d'aujourd'hui a bien mises en lumière. La résolution Ebola en particulier reprend toute une série d'obligations que peuvent avoir les États au titre du droit de l'OMS, au titre de la constitution de l'OMS ou du règlement sanitaire international, ou des recommandations temporaires du directeur qui ne sont pas suivies par les États, notamment l'Australie et le Canada qui ont mis des entraves à la circulation des personnes. Et donc le Conseil de sécurité réaffirme ce qu'a déjà dit sans efficacité le directeur général de l'OMS. Donc le Conseil de sécurité, finalement, il intervient pour pallier les défaillances de l'environnement normatif sanitaire mondial. Alors, si on raisonne au-delà du cas Ebola, puisqu'on n'en est peut-être qu'au début, le Conseil de sécurité, finalement, pourrait ne pas faire seulement de la soft law, mais utiliser ses pouvoirs au titre du chapitre 7. Si vous lisez, et je vous le recommande, à part l'introduction qui est très anxiogène, mais si vous lisez la thèse d'Hélène de Potter, il y a tout un passage qui porte sur justement la manière dont le Conseil de sécurité pourrait mobiliser ses pouvoirs au titre du chapitre 7. Il n'y a pas d'ingérence sanitaire possible au titre du droit de l'OMS. Eh bien, avec le chapitre 7, le Conseil de sécurité peut imposer des résolutions aux États et puis peut s'ingérer finalement dans leurs affaires intérieures. Le Conseil de sécurité pourrait imposer la présence d'experts sur son territoire, pourrait imposer des opérations, pourrait faire respecter des mesures de quarantaine. En allant encore plus loin, est-ce que le Conseil de sécurité ne pourra pas être un futur législateur mondial en matière sanitaire, de même qu'il l'a été en matière de terrorisme? On a vu que le pouvoir normatif de l'OMS finalement n'allait pas très loin et était assez défaillant. On pourrait tout à fait imaginer, je fais un peu de la fiction, mais c'est ma conclusion, Monsieur le Président, on pourrait tout à fait imaginer que la lutte contre le tabagisme, par exemple, devienne une cause mondiale dont le Conseil de sécurité voudrait se saisir. Il pourrait tout à fait adopter une résolution qui serait une sorte de copier-coller de la Convention de l'OMS dans une résolution du Conseil de sécurité sous chapitre 7. Le Conseil de sécurité ferait son législateur anti-tabac et pourrait imposer ainsi à toute la communauté internationale et tous les États les obligations initialement contenues dans une seule convention internationale. Alors ça ne manquerait pas bien sûr de soulever la question de la légalité de ce type de résolution, de raviver le débat sur le contrôle des décisions du Conseil de sécurité. En conclusion, on le voit tout de même, le Conseil de sécurité est prêt à chapitre sétiser la santé, ce qui ouvre le champ des possibles. Alors peut-être ce que je vous dis vous paraît maintenant saugrenu, mais je vous donne rendez-vous dans 24 ans pour un prochain colloque de Rennes qui témoignera des évolutions de la sécurité collective. Je vous remercie. Pardon, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Vive le Conseil de sécurité.